Un bref rappel historique est nécessaire. On voit que l'histoire de l'Iran s'étale sur 5000 ans. On parlera plus essentiellement des Achéménides qui correspondent au grand empire perse de Darius, de Cyrus d'abord, de Darius, Xerxès, etc. Ensuite, les Séleucides, c'est-à-dire ce sont les descendants d'Alexandre le Grand. Ensuite, les Parthes, brièvement, les Sassanides du 2e siècle au 6e siècle, qui ont installé un immense empire iranien. Ensuite, les Arabes sont arrivés avec l'islam, et on entendra parler plus exactement des Seljoukides vers le 10-11e siècle, puis des Mongols, ensuite les Safavides du 16e au 19e siècle, et enfin la dynastie Kadjar au 19e siècle. Pour résumer, 3 immenses périodes. L'une, la première, l'Élam contemporaine de la Mésopotamie. On verra les restes de Suse et la ziggourate de Chokazambil. La deuxième, très importante, les Achéménides avec Cyrus et Darius. On verra Persépolis et Pasargade. Ils sont contemporains de la Grèce antique. Le troisième grand empire est l'empire sassanide qui a duré du 3e au 7e siècle. Il est donc partiellement concurrent et contemporain de la Rome antique. Enfin, après les Seljoukides, qui étaient un peuple envahisseur venant du Caucase, turcophone, et après les destructions mongoles, apparaît l'empire séfévide avec comme principal représentant Shah Abbas le Grand. Il est en gros contemporain de Henri IV. On commencera donc par l'Élam chronologiquement, si vous voulez suivre le guide. L'Élam est une des plus anciennes civilisations enregistrées dans le monde. Ce fut un royaume à l'est du Tigre, entre le golfe Persique et les monts Zagros. La plus grande cité de l'Élam fut aussi une des capitales. Ce fut Suse, à environ 140 km à l'est du Tigre, à la frontière de l'Irak actuel. C'est une des plus anciennes cités connues dans le monde. À quelques kilomètres de Suse, dans la plaine mésopotamienne, une ancienne capitale existait ici, dont il ne reste aujourd'hui que la ziggourate, cette pyramide à étages, la ziggourate de Chokazambil. Cette ziggourate est la plus importante qui reste actuellement en Mésopotamie. Il existe également celle de Our, mais celle de Our a été entièrement reconstruite. Bien sûr, il y avait une ville ici, 13e siècle avant Jésus-Christ, le royaume élamite, et le temple était entouré d'une immense muraille, et il reste ici quelques petits temples de divinités secondaires. À le premier étage, rez-de-chaussée de la ziggourate. De nombreuses briques comportent des écritures cunéiformes, qui sont d'ailleurs toutes identiques sur les différentes briques. Dans la construction de ziggourate.
Ici on remarque un gond qui permettait de fermer la porte avec le verrou qui rentrait ici. La ville s'appelait Duruntash et le temple était dédié à Inshushinak, le grand dieu de Suse à l'époque, grand dieu élamite. Ici, une des 4 entrées du ziggurat avec un autel qui le précède. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel que de découvrir cette ziggurat. On voit ici les couches d'empilement des briques de la 3e terrasse, alors que le ziggurat en comportait 5. Il mesurait 50 mètres de haut. L'origine et l'histoire des Mèdes restent assez obscures, car nous ne possédons presque aucune information contemporaine et pas un seul monument ou inscription des Mèdes eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous passerons aux Achéménides qui leur ont succédé. L'empire achéménide est le premier des empires perses à régner sur une grande partie du Grand Iran. À l'apogée de sa puissance, il englobe environ 7,5 millions de km². L'empire achéménide fut territorialement le plus grand empire de l'Antiquité classique. Il s'étendait sur 3 continents et comprenait les territoires de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Asie centrale, de l'Asie mineure, Israël, Liban, Syrie, Égypte. On a coutume de faire démarrer l'empire perse achéménide avec Cyrus II, descendant d'Achéménès. Ce roi, après avoir soumis les Mèdes et pris le titre de roi des Perses et des Mèdes, fut un des plus grands conquérants de la dynastie. Mais les successeurs de Cyrus II, Darius Ier et Xerxès Ier, ne purent soumettre la Grèce lors des guerres médiques, bien qu'ils l'envahirent à plusieurs reprises. Après plus de 2 siècles de suprématie, le déclin et la chute de l'empire achéménide sera dû à l'affaiblissement du pouvoir central, l'affaiblissement de l'armée et les soulèvements des satrapies participeront à l'écroulement de l'empire qui fut quasi immédiat lorsqu'arriva le roi de Macédoine, Alexandre le Grand. La dynastie achéménide s'éteignit en 330 avec l'assassinat de Darius III. Nous sommes donc arrivés à Pasargade, 120 km de Persépolis. C'est la capitale qui avait été fondée par Cyrus le Grand. Et on y verra son tombeau. Il reste ici à Pasargade 2 palais évidemment de la période achéménide. Pasargade a été élevé à cet endroit car c'est ici que Cyrus a gagné la bataille contre les Mèdes, c'est-à-dire contre ses ancêtres, puisque Astiage était son grand-père Mède. Et c'est sur ce haut plateau que vivait une des principales tribus perses et qui s'appelait les Pasargades. Ici une inscription disant je suis Cyrus, roi des rois. Ceci en 3 langues pour que tout le monde le comprenne. On ne retrouve ici principalement que le dallage qui est en pierre, les murs étant constitués de briques et les pierres ont été réutilisées de multiples fois, notamment pour la construction d'une mosquée. Le 3e palais, dit palais B de Cyrus en forme de H, et on identifie ce bas-relief à Cyrus lui-même, comme il est écrit sur les plis de son vêtement. Enfin, les restes d'un temple possiblement zoroastrien. Pour finir la visite de Pasargade, le tombeau
du premier empereur, enfin roi achéménide, Cyrus le Grand. Donc le tombeau du fondateur de la dynastie achéménide, qui est très respecté actuellement encore par les Iraniens, car c'est un peu le père de la nation. Et pour la fête de Nowruz, les Iraniens viennent fréquemment faire un petit tour et dire et saluer Cyrus. Quand 2 siècles plus tard, Alexandre le Grand passera à Pasargade, on pouvait encore lire sur la tombe de Cyrus: Passant, je suis Cyrus le Grand. J'ai donné aux Perses un empire et j'ai régné sur l'Asie. Alors, ne jalouse pas ma tombe. Vers -540, Cyrus II s'empare sans difficulté de la Susiane. La ville tombe alors sous la coupe des Achéménides. Sous Cyrus II et Cambyse, Suse n'est que la capitale de la satrapie d'Élam, mais Darius Ier en fait une de ses capitales avec Persépolis et Pasargade, et la ville put connaître alors une des périodes les plus prestigieuses de sa très longue histoire. Nous voilà enfin arrivés sur le site de Suse, donc en Mésopotamie. Cette cité a vécu de nombreux siècles et les premiers éléments retrouvés datent du 3e millénaire. Elle a été utilisée comme capitale d'hiver par Darius, qui a construit son premier palais en 522 avant Jésus-Christ, avant de construire un nouveau palais à Persépolis en 519. Donc ici, les restes reconstitués par les archéologues restent donc du palais de Darius. Il faut savoir qu'à Suse, on a découvert de multiples butins de guerre, notamment le Côte d'Hammurabi, qui avait été édifié par Hammurabi à Babylone en -1800 à peu près. 600 ans plus tard, vers -1300, le Côte d'Hammurabi a été pris comme butin de guerre et apporté ici à Suse. On le trouve actuellement au musée du Louvre. Voilà, on se trouve actuellement sur l'Apadama, c'est-à-dire la salle des audiences du roi Darius. C'est la partie la mieux conservée, si on ose dire. Il ne reste en réalité que des bases de colonnes. Il y avait 6 x 6, 36 colonnes sur l'Apadama. Voilà donc une base de colonnes avec ces bas-reliefs en forme de palmier et un morceau de colonne cannelé. Et ici un chapiteau en forme de lion. Lion à 2 têtes, comme on les verra également à Persépolis. Les restes de Suse sont bien minces quand on pense que Suse s'était allié à l'Assyrie pour détruire Babylone. Alors nous sommes au-dessus de Hamadan, qui est l'ancienne Ecbatane, dans les monts Zagros. On est à peu près à 2000 mètres d'altitude, Hamadan étant à 1800 mètres. Et l'ancienne Ecbatane existe depuis 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été la capitale des Mèdes avant d'être pillée par Cyrus le Grand. Tout d'abord, on remarque donc ces 2 stèles gravées l'une par Darius, celle du haut, et Xerxès, son successeur, en dessous. Tous 2 rois achéménides
à l'époque de l'apogée du royaume. Ces deux inscriptions étaient situées sur une route fréquentée par les commerçants qui rejoignaient la Babylonie qui est à peu de distance et le plateau persan. Un grand Dieu est Ahura Mazda qui créa cette terre, qui créa ce ciel là-haut, qui créa le bonheur des hommes, qui fit Darius roi, le seul roi parmi plusieurs, le seul seigneur parmi plusieurs. Je suis Darius, le grand roi, le roi des rois, le roi des pays ayant de nombreuses sortes d'êtres humains, le roi dans cette grande et vaste terre, le fils d'Ishtasp, un Achaménite. C'est simple, mais en fait c'est beau. Les deux stèles sont gravées en 3 langues, ce qui a permis, comme la pierre de Rosette, à faire la traduction entre ces 3 langues, l'élamite, le vieux perse et l'acadien, ces 3 langues étant parlées sur ce même territoire. Nous sommes à Bishotun, un site majeur inscrit au patrimoine de l'UNESCO. On va y voir un bas-relief gravé sous Darius le Grand qui avait divisé son royaume en satrapies. Mais les gouverneurs de ces satrapies, cherchant à remplacer Darius, roi des Perses, ils ont été matés par le roi et celui-ci en a fait graver dans la pierre une représentation de ces gouverneurs vaincus. La déception est à son comble car le site est en restauration. Voilà donc l'objet tant convoité, situé à une centaine de mètres au-dessus de la plaine. Il mesure 25 mètres de large et 10 mètres de hauteur. Différentes inscriptions dans les 3 langues classiques encadrent la fresque. On y voit Darius à gauche, suivi de 2 de ses soldats, surmonté et béni par Ahura Mazda, le grand dieu du mazdéisme, et devant lui 9 gouverneurs de satrapie, dont le dernier est un site que l'on reconnaît à son chapeau pointu et qui était rajouté secondairement. Découverte de ce fabuleux site de Persépolis, avec ici le grand mur périphérique, les colonnes de la Padama et la porte des nations par laquelle nous allons pénétrer après être montés par l'escalier monumental. Un des 2 escaliers monumentaux avec des créneaux. Ces créneaux à 4 étages représentent un symbole zoroastrien avec les 4 éléments que sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Il faut savoir donc que Persépolis, le temple de Persépolis a été construit par Darius, puis par Xerxès, son successeur, et d'autres successeurs ont participé à l'édification de Persépolis. Artaxerxès 1, 2, 3, Darius 2 et 3. Pour édifier Persépolis, toutes les satrapies ont participé. Et on voit ici l'influence assyrienne évidente au niveau de la porte des nations. Comme on peut le constater sur ces taureaux androcéphales de la porte des nations, le taureau assyrien comportait 5 pattes, alors que le taureau perse n'en comporte que 4.
Voilà donc un des taureaux androcéphales de cette porte des nations, surmonté d'une inscription cunéiforme en 3 langues, en élamite, en vieux perse et en acadien. Voici un des chapiteaux en forme de chimère, avec des pattes de lion, une tête d'aigle avec des oreilles, qui était enfoui, ce qui a permis une conservation exceptionnelle à ce chapiteau. Voilà donc l'ensemble du site avec la porte des nations, les escaliers nord de la Padama, qui sont assez abîmés car ils étaient restés à l'air libre et découverts. L'escalier est qui lui est protégé du soleil. Et plus loin, la salle des 100 colonnes. Le premier rangée tout en haut, nous avons la représentation du roi Achéménide, un peu comme le bas-relief qu'on a vu à Persépolis. Ici, le roi est sur son trône et puis il a mis ses pieds sur un tabouret, si vous voulez. Quelques soldats de l'armée immortelle avec des soldats mèdes avec leurs chapeaux ronds, leurs carquois différents des chapeaux et des carquois perses. On constate également que les lances sont posées sur le pied, non pas posées au sol. C'est l'armée immortelle de Darius. L'intérieur de la salle des 100 colonnes. Là encore, on voit Darius assis sur son trône, qui est supporté par 28 soldats, représentant symboliquement les 28 satrapies ou 28 provinces de l'empire achéménide. Ici, la deuxième porte qui donne sur la Padama, sur la cour de la Padama, précède la Padama, avec symboliquement le combat entre une chimère qui symbolise le mal et le roi qui symbolise le bien. En fait, je vous ai dit, le lion était symbole de Mitra, soleil. Tandis que le taureau symbolisait Anahita, la fertilité, la déesse de l'eau. Le lion qui attaque le taureau, ce serait le printemps qui attaque l'hiver, symbolisant la fête de Nowruz, au cours de laquelle toutes les nations venaient présenter leurs cadeaux au roi Achéménide. Sur les escaliers de l'Apadama, on voit ici toutes les satrapies apportant les différents cadeaux pour la fête de Nowruz, la fête du printemps. Ici les Bactriens apportant entre autres un chameau, là les Ioniens apportant des tissus, la délégation étant toujours précédée par un soldat perse ou un soldat mède, que l'on reconnaît à leur chapeau. Les Séoudiens apportent ici des vases au contenu mystérieux, et les Babyloniens apportent des tissus et des animaux, ici un buffle. On voit ici des Lydiens apportant des vases dont on peut penser qu'ils contiennent de l'or récolté dans le fleuve Pactol. Pour finir cette procession, les Arméniens apportent des chevaux et d'autres présents. Voilà une vue sur le palais de la Padama, où le roi recevait les différents présents des satrapies. Voilà quelques colonnes de la Padama, avec les bases en fleurs de lotus ou de palmier. Le palais de Darius,
avec à l'arrière l'Apadama et la porte des Nations. Voilà, une des portes du Tripylon, une des 3 portes, avec le symbole de l'Omélé représentant Ahura Mazda qui domine la scène. Un des endroits qui m'est apparu des plus extraordinaires est celui de cette falaise de Nakhcherostam où sont creusés les tombeaux des Achéménides. Nous voici sur le site des tombes rupestres des Achéménides. Il y a dans le désordre Xerxès, Darius I, peut-être Darius II, on va voir tout à l'heure. Donc une idée de l'ensemble du site avec des bas-reliefs sassanides en dessous des tombes achéménides. 1000 ans les séparent, à peu de choses près. Donc ici, au milieu, la tombe de Darius, suivie de celle de Xerxès, et enfin masquée celle de Artaxerxès. Les 4 tombes, avec celle de Darius, qu'on va voir dans un instant, sont cruciformes. Ici, le tombeau de Darius II qui est représenté à la partie sommitale sur son trône avec Ahura Mazda, Hélé, le grand dieu du zoroastrisme dont Zarathustra était le grand réformateur. Les 28 soldats soutiennent le trône et le temple du feu situé devant Darius. C'est Alexandre le Grand qui mit fin au règne des Achéménides avec la mort de Darius III. Comme on le sait, Alexandre le Grand a conquis un très vaste empire, mais en Perse, le seul souvenir qu'il a laissé, c'est celui de la destruction de Persépolis, soit le soir d'une beuverie, soit en représailles contre la destruction d'Athènes. À la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, son royaume est partagé après quelques guerres de succession, et ce sont Antigone qui récupère la Grèce, une partie de la Turquie actuelle, c'est Ptolémée qui récupère l'Égypte, ce qui donnera une succession de pharaons, dont Cléopâtre. Enfin, Séleucos Nicator récupère la plus grande partie de l'empire d'Alexandre. À l'empire des Séleucides, successeur d'Alexandre le Grand, suivra celui des Parthes. Cet empire parthe durera 450 ans. À la différence des empires romains ou chinois, l'empire parthe n'a pas laissé de chronique historique. Les règnes des différents souverains, j'en ai compté 45, ne nous sont donc connus que par les monnaies qu'ils frappent. Fondée en 250 avant Jésus-Christ par Arzas Ier, elle conserve le trône jusqu'en 224 de notre ère et est remplacée par celle des Sassanides. Le dernier Arsacide qui a régné sur les Parthes est Artaban V, qui est vaincu par le roi sassanide Ardashir. Les Sassanides règnent sur l'Iran de 224 jusqu'à l'invasion musulmane des Arabes en 651. Cette période constitue un âge d'or pour l'Iran, tant sur le plan artistique que politique et religieux. Ce fut l'une des 2 grandes puissances en Asie occidentale pendant plus de 400 ans. Fondée par Ardashir, qui mit en déroute le dernier roi parthe, Artaban V, elle prit fin lors de la défaite du dernier roi des rois, Yazdgard III. Ce dernier, après 14 ans de lutte, ne parvient pas à repousser le califat arabe, le premier des empires islamiques. Le territoire de l'empire sassanide englobait la totalité de l'Iran,
l'Irak, l'Arménie, le Caucase, l'Afghanistan, la Turquie, la Syrie, la péninsule arabe, le golfe Persique et le Pakistan occidental. Sur la route entre Awash, où nous avons dormi, et Shiraz, où nous allons, le site de Bishapur, une ancienne capitale sassanide qui a été créée par le roi Shapur, qui est vers 250 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon, vers 250. Qui était le deuxième empereur sassanide après Ardeshir, dont on a vu qu'il avait battu les Parthes. Donc, ce roi Shapur Ier s'est affronté avec l'Empire romain. Sachant qu'à cette époque, il n'y avait que deux empires réels, l'Empire romain et l'Empire sassanide. Pour le reste, il y avait quelques petites royautés comme l'Arménie et quelques autres petits États. Donc les Sassanides étaient extrêmement puissants, et à tel point qu'il a battu l'Empire romain, fait prisonnier Justinien, et a amené une quantité importante de Romains pour construire cette ville de Bishapur. Donc les remparts extérieurs de Bishapur, de la ville de Bishapur, avec des tours semi-cylindriques. Nous sommes ici entrés dans la grande salle aux mosaïques du palais de Shapur, et on peut constater que cette salle est cruciforme. Et il est dit que c'est l'origine de la forme de la cour des mosquées iraniennes, perses, qui a repris ce plan cruciforme. Nous sommes ici dans le temple de Anaïta, déesse secondaire par rapport à Ahura Mazda à l'époque sassanide. Et on voit cette construction en appareillage sans mortier. Et on voit un bassin qui était irrigué par des rigoles, qui confirme que c'était bien un temple dédié à Anaïta, déesse de l'eau et de la fertilité. Et ici on voit l'escalier qui est le seul moyen d'accès pour Shapur pour accéder au temple de Anaïta. On a pu voir, l'appareillage est repris par les Sassanides et celui des Achéménides avec ses grandes pierres sans mortier. Le long de la rivière, en face de Bishapur, on trouve un important site. Ce bas-relief représente le roi Bahram, qui est un autre roi sassanide, devant lequel des opposants arabes viennent se soumettre. Ils sont précédés d'un guerrier sassanide. C'est donc une ambassade. Une canalisation a malheureusement été creusée au milieu. Là, une scène d'investiture du roi Bahram au IVe siècle, qui reçoit les anneaux du pouvoir qui lui sont donnés par son dieu zoroastrien, Ahura Mazda. Enfin ici, une très belle scène de victoire de Shapur Ier, avec Valérien à genoux devant le roi sassanide, et Philippe l'Arabe, qui est soutenu par Shapur pour sa nomination de nouvel empereur des Romains. Chaque mi-chemin entre Hamadan et Kermanshah, on s'arrête dans une petite ville où il existe un site dédié peut-être à la déesse Anaïta, la déesse de l'eau et de la fertilité. Ce temple est pour l'instant considéré comme un temple sassanide. À l'époque des Sassanides, c'était évidemment le masdéisme, c'était la religion d'État.
Il reste en réalité peu de choses de ce temple, considéré comme simplement quelques colonnes, quelques bases de colonnes et un mur qui soutient l'escalier qui monte à peut-être un temple avec 3 étages. Il faut savoir qu'au début du mazdéisme, avant Zarathustra, donc avant le 7e siècle avant Jésus-Christ, les Mazdéens étaient polythéistes. Et le polythéisme est revenu avec le mazdéisme. Donc nous sommes arrivés à Kermanshah, qui est une ville située à peu de distance de la frontière irakienne. Ici, ce premier relief sassanide représente l'investiture du roi Ardeshir Ier, le premier roi sassanide ayant vaincu les Parthes. Le roi Parthe étant Artaban. On voit donc le roi qui reçoit l'investiture par les 2 dieux sassanides, avec Ahura Mazda à droite et à gauche Mitra. Ici donc un deuxième bas-relief avec les 2 rois Shapur, 2 et 3. Et on voit ici des écritures en Pahlavi. C'est plus du cunéiforme donc, c'est du Pahlavi. C'est le moyen perse. Dans la grotte principale, on peut voir en bas le roi Khosrow sur son cheval. C'était un grand chasseur. Il est ici équipé d'une cotte de maille et son cheval d'un caparaçon. En haut, il est représenté dans une scène d'investiture avec à gauche Anaïta et son bol d'eau et à droite Mitra ou peut-être Ahura Mazda. Avant d'arriver à Yazd, un autre village où vivent une dizaine de personnes âgées, zoroastriennes, qui gardent leur religion primitive, des Achéménides. Et donc voici la tour du silence, où ils viennent poser leurs morts. En contrebas de la tour du silence, il existe quelques bâtiments qui sont en fait des temples provisoires où quelques cérémonies sont réalisées avant de monter le cadavre en haut de la tour du silence afin que ce cadavre soit dépecé. L'ensemble est dominé par une petite tour de guet et on constate le caractère cruciforme de ces bâtiments. Chez les zoroastriens, les 4 éléments sont respectés, l'air, l'eau, le feu et la terre. C'est la raison pour laquelle les morts sont posés sur une pierre en haut de la tour du feu et non pas sur de la terre. Et les os sont récupérés pour être mis dans un trou de façon définitive. Nous sommes actuellement dans le village de ces zoroastriens, dont on voit quelques maisons en pissé et en briques cuites.
Dans ce petit village quasiment inhabité aujourd'hui, on retrouve quelques tours du vent, des petites tours du vent. Ici, un arbre de 2500 ans, ainsi près de 2500 ans. Arbre qui est respecté par les Zoroastriens. Quelqu'un ici, quand je viens ici dans le village, je vais chez Zel. La tradition consiste à Symbole de pureté. donner, par symbole de pureté, un peu d'eau de rose pour se rafraîchir et se purifier. La dame porte des vêtements verts. Comme il est de tradition, c'est la couleur sacrée des Zoroastriens. Nous sommes dans la cuisine de la dame, qui comporte un four à pain et de nombreux instruments de cuisine. La chaîne, enfin une partie de la chaîne des Monts Agros qui est éclairée maintenant par le soleil, ce qui ne gâche rien. Un arrêt à Meibod, petite cité caravanière, bien sûr sur les routes de la soie. On voit là un badjir, c'est-à-dire une tour du vent pour la ventilation des maisons. Et ici un château qui est d'époque sassanide, donc pré-islamique. On voit que l'ensemble de la construction de ce château est en pissé. Ici, cette belle mosquée du Vendredi qui date du Xe siècle. On verra qu'elle est de style arabe. Cette mosquée est donc d'époque abbasside. Elle n'a qu'un minaret, comme les mosquées arabes, jusqu'au XIVe siècle. Elle présente un plan carré avec sa cour centrale et ses piliers. Tout ça en fait son style arabe. Bien sûr, aucune faïence, celle-ci étant apparue à l'époque des Mongols, c'est-à-dire vers le XIIIe siècle. Sculpture en sucre du arabe avec un vieux minbar du XIVe siècle. Un des piliers. Des inscriptions en koufique fleuri. Ici la salle de prière en sous-sol qui était éclairée par des pierres en albâtre. Ici, toujours à Médan, le dôme des Alavites. En fait, de dôme, il n'y a plus de dôme qui s'est écroulé il y a fort longtemps. Et les Alavites, c'était les partisans de Ali, à l'époque où, puisque ça a été construit sous les Seljoukides qui étaient sunnites, et parmi eux, certains étaient partisans de Ali. Et c'est leur chef religieux qui a été inhumé ici. La décoration intérieure est faite essentiellement de stuc. Ici, un bâtiment que l'on appelle le mausolée des 12 imams. En fait, il devait y avoir une plaque portant le nom des 12 imams du chiisme, mais en fait, il n'y a qu'un seul imam qui est un mausolée en Iran, c'est l'imam Reza, le 8e imam qui est à Mashhad. Donc construction du XIIe siècle, tout en briques.
pas d'émail. On retrouve très bien la morphologie carrée de la base avec la décoration surmontée d'un octogone et enfin la coupole. Ici le bâtiment que l'on appelle la prison d'Alexandre, qui est également un mausolée un peu plus tardif avec chose plutôt rare, des Moukarnas à l'extérieur sur l'octogone. Les Seldjoukides construisirent de nombreuses médersas ou écoles théologiques, ainsi que sur la route de la soie de très nombreux caravansérails. Après l'invasion des Turcs Seldjoukides, ce furent au XIIIe siècle les invasions des Mongols venant de plus loin encore, des steppes d'Asie centrale, avec notamment Gengis Khan, qui détruisit énormément de bâtiments. C'est également par cette route que Marco Polo se rendra en Chine à la cour de Kubilai Khan. Le passage de Tamerlan au XIVe siècle laissera également le souvenir de nombreuses destructions, mais il prendra tous les artistes et architectes qu'il pourra ramener vers sa capitale pour en faire un joyau à Samarcande. Dans la plaine au sud de l'Alborz, découverte de Soltanier. Voilà donc le mausolée Tudjaitu, qui était un roi mongol qui avait voulu faire un mausolée destiné à accueillir les restes de Ali et Hussein, qui sont les personnages les plus importants dans le chiisme. Elle a récupéré, depuis mon dernier passage, sa coupole bleue. Ce bâtiment est inscrit au patrimoine de l'humanité. Ce mausolée, donc d'origine mongole, construit au XIVe siècle, au milieu de cette nouvelle capitale qui était Soltanier à l'époque, capitale mongole. Et par la suite, Tamerlan et d'autres Mongols sont passés par là, ont rasé Soltanier, la ville a été rasée, mais le mausolée a été conservé. Koufik, par exemple, ici, comme Mohammed. En fait, en ensemble, il y a 4 Mohammed ici qui se rentrent. Regardez, Mohammed M, ici par exemple, H, M, et puis D. Et puis un deuxième Mohammed s'écrit de droite à gauche dans ce sens. Et puis le troisième, du haut en bas, comme ça. Et puis l'autre, comme ça. Vous voyez ? Voilà la décoration des arcades du deuxième étage. Nous sommes maintenant à Yazd avec le centre historique, cette ville construite en pissé, qui est bien conservée, avec ici sa mosquée du vendredi, son immense pishtak et ses 2 minarets graciles. La très belle mosquée de Yazd, dont les fondations datent du Xe siècle et qui a été remaniée au XIVe siècle. Sous l'époque des Mongols, mais qui ne sont pas trop passés à Yazd et qui n'ont pas trop détruit Yazd. Concernant la mosquée du vendredi de l'époque Mozarfaride,
En fait, on peut bien voir ici la décoration en perfection, des mosaïques de faïence surtout. Sa décoration en mosaïque de faïence, son portique, la coupole et le passage du carré, de la salle carré à l'octogone avant de passer au cercle de la coupole. La décoration de l'iwan et de la salle de prière où l'on voit à son extrémité un mihrab, à l'intérieur des mosaïques de briques émaillées, la double coupole, voilà donc la cour de cette mosquée du Vendredi qui est maintenant non utilisée par les fidèles. Au tout début du XVIe siècle, en 1501, une nouvelle dynastie supprime la précédente. Il s'agit des Séfévides. Le plus connu des rois séfévides est Shah Abbas le Grand, qui fera de Ispahan sa capitale et qui en fera un joyau admiré par tous les voyageurs occidentaux, en particulier de l'époque. Il fera venir les Arméniens et leur construira une église qui persiste. Nous sommes à Ispahan, la moitié du monde comme on dit. La ville a été 2 fois capitale de l'Empire perse. D'une part sous les Seldjoukides, qui étaient des turcophones sunnites au XIIe siècle, dont nous allons voir dans quelques instants la mosquée. Elle a été une 2e fois capitale sous les Séfévides, sous Shah Abbas, qui a été le principal constructeur de l'Ispahan que l'on connaît aujourd'hui. Ce matin, nous allons visiter donc les 2 mosquées qui sont sur la place du Shah, aujourd'hui place de l'imam, avec ici, comme on commence à le savoir, le palais Ali Kapou, palais royal. Au loin, la mosquée du Shah. Et le joyau constitué par la mosquée Lotfollah, ou la mosquée des femmes, dont la décoration est merveilleuse. Les 6 étages d'Ali Kapou avec son petit salon de musique au dernier étage. La mosquée Lotfollah encore. L'immensité de cette place de la nouvelle capitale d'Ispahan. La porte de la mosquée qu'on peut appeler du Shah. Un très beau pishtak situé au sud de la place, qui est en fait une fausse entrée par rapport à la mosquée qui bien sûr doit être orientée sud-est. Voilà les 2 faux minarets qui vont avec le faux pishtak, le beau faux pishtak. Et les bas-côtés
Pishtak en question. Dépasser le hall d'entrée, à 45 degrés, on voit apparaître la vraie porte de la mosquée, avec ses deux vrais minarets, va-t-on dire, le tout étant dans l'axe du sud-est. Nous sommes au début du XVIIe siècle, vers 1632, la fin de la construction de la mosquée. On voit donc ici, à l'époque safavide, des carreaux polychromes de cette couleur. Dès le passage dans la cour, on peut admirer cette mosquée à Capriwan, caractéristique des mosquées iraniennes. C'est d'une magnificence exceptionnelle. Au-dessus de cette magnifique coupole ici à l'entrée, regardez. Calligraphe de l'époque. Si vous voyez une nuance de couleur, c'est parce qu'il y a des parties qui ont été restaurées. Ici, il y a un carré décoratif avec écrit Ali 4 fois. Et dans les lettres, on peut relire à nouveau Ali en brun. Sous l'iwan d'entrée, c'est bien un iwan car pas de coupole. Alors que à l'est et à l'ouest, il existe une coupole et une salle de prière. Et la coupole est, beaucoup plus modeste et non couverte de briques émaillées, enfin de carreaux émaillés. La principale salle de prière située au sud. Toute la décoration est faite d'arabesques et de fleurs stylisées. Ici, la salle de prière principale, sous la coupole la plus haute. Enfin, la magnifique mosquée Lotfollah, avec sa coupole dont la couleur est caractéristique. La mosquée des femmes. Cette mosquée est construite en 1616. Les travaux ont été terminés en 1616. On retrouve cette décoration extrêmement riche avec ici un vase. Après un couloir qui permet de récupérer l'axe nord-sud. On entre dans la salle de prière avec sa coupole qui dessine un pan. Des versets coraniques encadrent les fenêtres. Versets en arabe. Avec le mihrab. Comme je vous ai dit, en général, le mihrab est un lieu de réflexion, un lieu de méditation, si vous voulez, et en fait, concentration. La porte du bazar. Quelle direction? La porte du bazar. Le Tchel Soutoun, palais aux 40 colonnes, qui est un des nombreux palais construits par Shah Abbas, mais dont il ne persiste que quelques pavillons dans le parc qui jouxtent de peu la place royale
qui s'ouvre par le palais Ali Kapou. Nous sommes au XVIe siècle, XVIIe siècle, l'époque safavide, c'est-à-dire l'époque où Shah Abbas a décidé de faire de Ispahan sa capitale. Il a tout remodelé. Les 40 colonnes, chiffre symbolique. Une explication au nom du palais des 40 colonnes, c'est le reflet des colonnes dans l'eau. Mais 40 veut également dire très nombreuses colonnes. On voit donc ces colonnes en bois qui sont un peu une reprise de l'architecture achéménide avec ce grand portique. Dans l'Iwan, à la fin de l'époque séfévide, apparaissent les miroirs que l'on retrouvera ultérieurement chez les Qadjars. Grand roi safavide, c'est-à-dire approche le grand, celui qui est habillé en tenue avec les motifs fleuraux. Regardez, qui tient dans sa main droite une coupe du vin et qui l'offre à un autre personnage devant lui, c'est-à-dire au gouverneur de Turkestan qui s'appelle Vali Muhammad Khan, qui était venu à la cour du roi safavide. Ensuite, derrière, à droite, derrière ces personnages qui sont assis et qui parlent, et qui mangent, et qui boivent, il y a des serveurs qui apportent des plats. Ce musée est très apprécié manifestement par les jeunes filles iraniennes. L'histoire de Khosrow et Shirin, la fille arménienne. Khosrow, le roi qui tombe amoureux de cette fille arménienne quand elle se baignait dans la source, comme vous pouvez voir ici. Donc il y a des scènes érotiques vraiment ici. Vous voyez, ou par exemple là-bas, il s'agit d'une scène d'une fête en fait, indienne-iranienne, on peut dire, indo-iranienne, où on peut voir la présence de la reine, par exemple. Regardez la reine avec la couronne là-bas, à droite. Selon une autre hypothèse, plutôt, on peut voir le feu là-bas, tout sur la colline. Une autre hypothèse, c'était une cérémonie, une tradition indienne dans laquelle on se suicidait, les femmes, quand leur mari et jeune étaient en fait morts. Donc, ah, les desserts, voilà. Moi, je vais voir la différence. Tu vois. Voilà, une très jolie iranienne. Nous sommes entourés de jardins luxuriants. Comme dans toutes les villes, à Ispahan, il y a de très beaux jardins. C'est toujours avec un grand plaisir que l'on découvre le pont aux 33 arches, le plus fameux des ponts d'Ispahan, construit par Shah Abbas pour enjoliver sa capitale. Ce pont relie les deux rives de la Zayanderut, qui est un fleuve qui va se perdre dans le désert, dans des marais, au-delà de Yazd. Les 33 arches du pont correspondraient à l'âge de la mort du Christ, car il a été construit par un architecte chrétien, le pont reliant le quartier musulman au quartier arménien. Un deuxième pont sur la Zayanderut. Je me souviens plus du nom du pont, ça veut dire eunuque. C'est à la fois un pont, c'est à la fois un barrage et c'est à la fois une résidence royale, car de là-haut, les rois pouvaient contempler les jeux qui se déroulaient sur l'eau au moment de Nowruz ou de la fête du feu. Comme on peut le voir, tôt le matin, les Iraniens viennent profiter de ce pont, de l'eau, de son bruit.
Le pont résume un peu l'architecture persane avec une partie basse en pierre qui rappelle les Achéménides, la partie moyenne les Sassanides et les Seldjoukides, et enfin la partie supérieure avec des carreaux de faïence émaillés qui est d'origine séfévide. Les Arméniens étaient à l'époque sous la pression des Ottomans et se sont un peu réfugiés sous le joug de Shah Abbas. Rappelant que les Arméniens sont les premiers chrétiens à avoir décidé d'une religion d'État sous Saint Grégoire, au IIIe siècle. Hormis bien sûr l'architecture safavide avec ses carreaux de faïence, la décoration est faite de multiples peintures dans le registre. Ici, le supplice de Saint Grégoire. Nous faisons un bond vers Kashan, ville située au bord du désert et où le roi Shah Abbas a construit un jardin avec des pavillons pour venir s'y prélasser. Le jardin persan est constitué d'un mur périphérique. Il est typiquement divisé en 4 secteurs par des canaux apportant la fraîcheur et la musique de son écoulement. Avec son ombre et la douceur qu'il apporte, il symbolise le jardin d'Éden. Il est planté de cyprès, d'arbres fruitiers et de massifs floraux. On le retrouve typiquement au Taj Mahal. La fin de la dynastie séfévide sera marquée par des troubles sociaux et des guerres civiles. Elle sera remplacée par une autre dynastie d'origine turkmène qui s'appelle les Kadjars. Les princes Kadjars se déplaceront vers l'Europe et ceci influencera largement l'architecture et surtout la décoration des bâtiments. Kashan est une ville située entre le désert de Dachtekevir et la montagne. Ici, cette riche maison du XIXe siècle, de style Kadjar, comporte un jardin caractéristique avec son bassin central et ses parterres de roses. La salle de réception est ventilée par un badjir ou tour du vent. Elle en a également 2 autres sur les côtés. Comme souvent, la décoration est riche, on pourrait presque dire surchargée, avec des symboles de paradis. Là, c'est des scènes de vie quotidienne. Multiples scènes de chasse en stuc. Vie quotidienne. Et puis là aussi, ainsi que peinture d'époque, des peignants,
illustrant les poèmes persans. Dans la salle de réception principale, on retrouve une scène classique du roi Khosrow qui tombe amoureux devant Shirin qui prend son bain. C'est Suzanne et les vieillards. L'ensemble de la pièce de réception est magnifique, fortement décorée. Avec de multiples peintures d'inspiration européenne, comme il est fréquent à l'époque Kadjar. Tu vas te retrouver sur Facebook. Ici, la maison des orangers, dans laquelle s'ébattent toutes ces jeunes filles, avec un parfum de fleurs d'oranger, comme dit la saison. Ce jardin avec la symétrie classique que l'on retrouve dans tous les bâtiments et tous les jardins perses. Un motif que l'on a vu à Samarcande sur la place du Régistan, sur une des deux médersas. Ici la mosquée Nasir al-Molk, qui est Kadjar. Avec ses moukarnas. Avec ses deux bouquets de fleurs, je ne retiens pas le nom en persan. Là, nous sommes dans la très belle salle de prière l'hiver de cette mosquée. Avec la décoration des coupoles, avec le médaillon représentant au centre l'unité. Par contre, la mosquée, c'est ça. La visite de Qazvin passe par celle d'un mausolée d'un fils du 8e imam. Ça s'appelle un imam zadé, c'est-à-dire un descendant d'un imam, du 8e imam, qui serait enterré ici et qui est un lieu de pèlerinage. Les femmes vont être obligées de mettre le tchador pour le coup. Ce mausolée a donc été construit par les Séfévides au XVIe siècle, XVIIe siècle, quand le chiisme est devenu religion d'État sous les Séfévides. Voilà, pour visiter donc ce mausolée, nos épouses sont obligées de mettre le tchador en plus du voile traditionnel qu'elles portent bien sûr toute la journée. Si le mausolée était construit par les Séfévides, on voit bien que la restauration a été réalisée sous l'époque Kadjar, avec toute cette décoration extrêmement riche, peut-être un peu trop. Au 19e siècle, et puis la couronne tout au-dessus, vous voyez la couronne. Donc tout ça c'est l'œuvre de l'époque Kadjar.
Ce film est un bref résumé de l'histoire architecturale de la Perse. On peut comprendre ainsi pourquoi le peuple iranien est aujourd'hui si fier de son passé millénaire. Ce qui marque aujourd'hui le plus le voyageur du XXIe siècle, c'est la gentillesse de ce peuple qui ne demande qu'à s'ouvrir sur l'Occident. Nous sommes ici dans la partie la plus ancienne de la mosquée, d'époque arabe, la mosquée ayant été construite sur un temple du feu. On constate aucune décoration de briques émaillées et simplement une décoration liée à l'arrangement des briques. Donc cette partie avec ses colonnes est du Xe siècle. On va voir que l'ensemble de la mosquée a subi des modifications architecturales à chaque époque. Dieu sait s'il y en a eu. Une extraordinaire salle de prière du XIe siècle, donc époque seldjoukide. À la période romane. Cette salle a été construite par Nissan el-Moulouk, qui était le ministre du Shah, le premier ministre du Shah de l'époque, Ahmad Sabah l'Ismaélien, Omar Khayyam, voir le livre de Samarcande. De l'Iwan Sud, découverte de la cour, qui est à 4 Iwan, c'est-à-dire la fin des Seldjoukides, mais des éléments décoratifs, notamment de briques émaillées, et plus tardifs. Les deux minarets, la symétrie, sont apparus au XIIIe siècle. La symétrie des mosquées, ainsi que les Iwan qui sont apparus au XIIe. En se retournant, l'Iwan Sud, qui est donc celui qui indique la direction de la Mecque, et la coupole que l'on aperçoit à peine, construite par Nissan el-Moulouk. Les deux minarets sont actuellement sur cette Iwan. Après l'Iwan Sud, donc l'Iwan Ouest, bien sûr Seldjoukide, mais avec une décoration safavide, avec un beau mihrab. 1112 à la date. Il faut ajouter 622. Ça fait ici une autre salle qui a été construite sous l'époque mongole. C'est
Ouljeïtou, dont on a vu à Soltanier le mausolée. Ici le magnifique minbar d'Ouljeïtou, qui a été construit en tout début du XIVe siècle, 1310, en stuc gravé, où l'on observe des versets du Coran, comme d'habitude, de style différent. Ici, l'Iwan Nord, dont les caractéristiques restent très seldjoukides, était peu remanié par les époques plus tardives. L'Iwan Sud, vue du Nord. Un prisonnier d'époque seldjoukide à travers l'Iwan. J'ai simplement pris une photo qu'il fallait pas prendre, mais c'était pas grave. Il existe des salles de prière tout autour de la cour. Celle-ci est d'époque mozaffaride, c'était une dynastie locale du XIVe siècle, époque timouride. Ici, nous sommes dans la salle de prière nord, sous la coupole nord, construite également à l'époque au XIe siècle par le successeur de Nissan al-Mulk. On retrouve une décoration encore plus riche que celle de la coupole sud. Ici, de belles écritures koufiques. À nouveau la coupole de Nissan al-Mulk, qui était sunnite et qui a été assassiné par leurs ennemis septimaniens, les Ismaéliens.